Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 17e épisode, je suis en compagnie une spécialiste du rapport féminin à l'argent. Elle s'appelle Sitan et elle accompagne les femmes dans la gestion de leurs finances personnelles. Salam alaikum Sitan, comment Walaikum vas-tu? salam, Ikram, ça va très très bien et toi? Bah, écoute, moi, ça va super bien et je suis trop heureuse de commencer ma semaine avec toi. On racontera un petit peu notre histoire commune, mais c'est particulier pour moi de te recevoir puisqu'on s'est rencontrés dans un tout autre contexte il y a 3 ans de cela. Et là, en off, juste avant d'enregistrer, ben, on papotait un petit peu de ce qu'on était devenus depuis le temps. Et du coup, bah, c'est vrai que partager un moment avec toi, je ne m'y attendais pas. Mais en tout cas, ce moment est bienvenu parce que je t'ai vu cheminer et j'aime beaucoup ben, le cap que prend ta vie et puis ta carrière. Et machallah, je te souhaite une très belle et éclatante carrière, Inch'Allah, dans ce que tu fais. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter et expliquer justement un petit peu le parcours qui t'a mené jusqu'ici aujourd'hui pour les entrepreneuses qui nous écoutent? Yes, alors déjà un grand merci à toi pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Sitan, j'ai 35 ans et j'aide les femmes du coup à assainir leur relation à l'argent pour pouvoir atteindre leurs objectifs de vie. Leurs objectifs, du coup, qui peuvent être vraiment divers et variés. Et au niveau de la gestion, je suis spécialisée dans la gestion des finances personnelles, bien que, effectivement, j'ai eu plusieurs casquettes dans l'entrepreneuriat. Donc, à l'époque, j'avais une page qui s'appelait Tiny Wax, sur laquelle je commercialisais des vêtements pour enfants. Cette page-là totalisait environ 2000 followers. Et j'ai fait un burn-out, je dirais, de l'artisanat. Ça devenait bien trop compliqué pour moi. J'avais du mal à gérer, du mal à déléguer. Donc, c'est une page que j'avais mis en suspens pendant des années. Et dans mon entourage, devant le nombre de personnes qui me sollicitaient pour avoir des conseils en gestion des finances personnelles, je me suis dit qu'il pouvait être opportun de réutiliser cette page-là pour pouvoir mettre à disposition des femmes plein de conseils pour qu'elles puissent apprendre à mieux gérer leurs finances. Alors là, déjà, si tu me permets, j'ai une petite remarque à faire. Regardez comment notre entourage est bon pour voir là où on a l'air de pas mal se débrouiller. C'est-à-dire que chez nous, quand on se regarde, on ne voit pas forcément là où c'est facile pour nous, là où on a une appétence, là où on a une facilité. Et puis les autres nous regardent et ils se disent, elle a quelque chose à transmettre sur l'argent. Il faut qu'elle le fasse, il faut qu'elle me dise. Et subhanallah, soyez très à l'écoute, surtout pour celles qui se cherchent. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui ont X et Y vie d'entrepreneuses, un petit peu comme toi. Effectivement, tu t'es beaucoup cherché dans l'entrepreneuriat et puis là, tu t'es dit non, ça, c'est pas bon pour mon écologie interne. Et puis ici, bon, bah, peut-être bien que. Et puis non, finalement, ce sera là. Donc, pour celles qui se cherchent actuellement, beaucoup passent par là. Et soyez très à l'écoute de ce que votre entourage peut voir de vous et peut-être y trouver une brèche et se dire, attends, là, c'est vrai que je reçois quand même beaucoup de demandes de conseils autour de ça. Peut-être que j'ai quelque chose à faire de ce côté-là. Donc voilà, ça, c'est ce que ça Exactement, c'est exactement partage. ça, Ikram. Et effectivement, les questions à se poser, c'est dans quoi je suis bonne, qu'est-ce que Mm, j'aime faire mm, et dans quoi mon entourage me sollicite. Et moi, quand je faisais la pyramide de ces mm. trois choses-là, c'était la gestion des finances personnelles. Donc, je me suis Subhanallah. lancée comme ça. Ouais. Donc d'elle-même, je pense pas qu'elle y serait allée. Puis elle me disait là en off juste avant de tourner l'épisode que voilà, je comprends pas pourquoi mes proches ils venaient me voir, ils me parlaient de finances. Vous-même, vous serez surprise, surtout si vous êtes plutôt humble et si vous avez aussi pas une très grosse estime de vous-même. Voilà, si vous avez une petite confiance en vous, bah, vous n'allez pas vous dire que c'est évident pour vous, quoi. Vous allez vous dire, bah non, mais c'est quelque chose de facile. Enfin, tout le monde fait comme ça, tout le monde sait faire. Bah, a priori, non. Si on vous demande beaucoup de conseils là-dedans, c'est que c'est pas du bon sens pour tout le monde. Et c'est comme ça en fait qu'Allah nous a fait. Il a fait que chacun a des prédispositions, des facilités, des facultés innées et soyez très à l'écoute de ce qui vous est beaucoup réclamé et puis pourquoi pas vous aventurer du coup dans une belle aventure comme Citan qui a l'air de bien marcher. On lui souhaite encore plus de réussite qu'Allah lui rajoute, Inch'Allah. Amin, Ok, donc barakallahu. aujourd'hui, ben, je t'ai invité pour effectivement profiter de ton expertise dans le domaine des finances personnelles. Alors vous allez me dire, mais oui, mais nous en entrepreneuse, en quoi ça nous regarde? Ben, en quoi ça vous regarde? Tout simplement parce que pour pouvoir gérer la trésorerie d'une boîte, encore faut-il savoir gérer sa propre trésor
Donc, je vous le dis souvent, votre business est une projection de vous. Si déjà vous avez du mal à raccorder les deux bouts en étant juste dans votre vie personnelle, ça va être compliqué pour vous de gérer, de gérer les finances macro d'une boîte et puis pour la faire surtout décoller et la faire perdurer dans le temps. Donc, il va falloir avoir une relation saine à l'argent et pour moi, il faut déjà commencer par assainir sa relation à l'argent dans sa vie personnelle, dans ses finances personnelles. Alors justement, déjà, il y a quelque chose qui m'a intriguée au niveau de ton Instagram quand je t'ai proposé de partager ce podcast. Euh, Tu marques les femmes et l'argent. Alors dis-moi un petit peu plus. Pourquoi les femmes et l'argent? Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans la relation féminine, dans le rapport féminin à l'argent? Qu'est-ce qui fait la particularité de la relation à l'argent quand on est une femme? Alors, il y a beaucoup de choses. Déjà, les femmes, elles ont un gros problème avec l'argent, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs. On le constate comment? Elles sont peu nombreuses à oser demander une négociation de salaire, par exemple. Elles sont peu nombreuses, quand on va leur demander quelles sont vos prétentions salariales, à oser demander un peu plus que ce qu'elles avaient dans leur emploi précédent. Les femmes avec l'argent, c'est vraiment, on est dans l'utile. C'est OK, j'ai besoin d'argent pour me nourrir. On va rester, entre guillemets, euh, au bas de l'échelle, mais malgré nous, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à viser haut, à vraiment regarder, à rêver grand. On se place un plafond de verre au-dessus de la tête et on va rarement au-delà de ce plafond de verre-là. Donc, par rapport aux femmes, c'est un Est-ce que petit c'est encore peu la plus vrai, spécificité. Sitan? Est-ce que Comment? c'est encore plus vrai, Sitan, quand on est une femme musulmane? Alors, les femmes musulmanes, c'est encore une autre paire de manches, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'on a eu tendance à laisser toute la partie qui concerne la gestion financière du foyer à l'homme. Il y a beaucoup de femmes. Donc après, chaque femme, bien sûr, voit sa vie comme elle l'entend, hein. Je ne suis pas là pour dire que les femmes au foyer, par exemple, sont moins méritantes que les femmes qui veulent entreprendre ou autres. Mais on a quand même laissé penser aux femmes musulmanes que leur place est à la maison et que leur place est uniquement de s'occuper du foyer, mais dans la logistique du foyer. Alors qu'en étant à la maison, elles peuvent très bien participer à l'économie du foyer, à leur économie personnelle et accomplir de grandes choses. Une femme qui veut être femme au foyer, donc s'occuper essentiellement de ses enfants, elle va, entre guillemets, devenir dépendante de son époux. Et en fait, comment dirais-je, elle se place vraiment à un niveau qui est différent. Alors que pour moi, la conception que je peux avoir du couple, c'est vraiment qu'on va fonctionner comme une équipe. Tu vois, je ne vais pas en avoir le mari qui va être au-dessus de la femme. Non, on est ensemble, on a des projets communs, mais la femme peut également, elle, avoir des projets qui lui sont personnels. Et elle peut, même en étant à son domicile, décider d'entreprendre. Et Ikram, tu es l'exemple parfait de ça, machallah, qu'Allah te préserve. Donc, vous pouvez éviter de vous mêler aux autres, si pour vous, par exemple, la mixité est quelque chose qui peut vous poser problème. Mais en 2022, à l'heure actuelle, il y a des possibilités nombreuses et multiples d'entreprendre Infini en même. étant chez soi. Donc voilà. Complètement d'accord avec ce que tu dis là et ça m'inspire deux réflexions. La première chose, c'est de dire, en islam, alhamdoulilah, les lois, elles sont très très bien faites. Allah a très très bien légiféré. En disant notamment qu'effectivement, dans le foyer, les dépenses incombent à l'homme et la femme, l'argent qui est à elle reste à elle. Donc en fait, toutes les femmes musulmanes ont une finance personnelle, Mm. puisque ce qui est à la femme n'est pas à l'homme. Par contre, ce qui est à l'homme est à la femme, subhanallah. Donc ça veut dire que tu as à te soucier effectivement de tes finances personnelles, elles t'appartiennent, elles ne sont qu'à toi, donc tu as au minimum la gestion d'une trésorerie personnelle. Allez, quand bien même tu déciderais de laisser la trésorerie du foyer reposer sur le mari, parce qu'effectivement, c'est à lui qu'incombe la charge, en tout cas la prise en charge des dépenses familiales, sur le plan islamique du terme, tu as au moins des finances personnelles, et ces finances personnelles, c'est à toi d'en faire la gestion, puisque cet argent-là est à toi et pas à lui, alors que l'inverse est faux, c'est-à-dire que ce qui appartient à l'homme appartient également à la femme en islam. Donc là, ce qui était très intéressant de remarquer, c'est qu'on n'a pas ce mindset-là, bizarrement. La femme, elle n'est pas tellement consciente que ce qui est à moi,
c'est mes finances à moi et c'est moi qui en répondrai. Et c'est une gestion personnelle que je dois apprendre à développer. Et pour moi, l'intelligence financière, du coup, partant de ce postulat-là, c'est juste obligatoire, puisque si Allah a fait que la femme a sa propre trésor et qu'elle ne dépend que d'elle, eh bien les comptes dépendront d'elle aussi. Donc, ce que tu fait de cet argent, comment l'as-tu dépensé, etc., comment l'as-tu gagné, c'est quelque chose dont tu devras répondre. Donc, raison de plus pour, en tant que femme musulmane, apprendre à développer son intelligence financière. Et puis, on peut tout à fait effectivement prendre part à la gestion de la trésorerie du couple, parce qu'on n'est pas juste là pour faire l'intendance et dire, OK, il manque ceci, il manque cela, il faut payer ceci, il faut payer cela. Non, on peut décider aussi, c'est pas parce que la gestion du foyer repose sur l'homme qu'on n'a pas notre mot à dire et qu'on n'a pas surtout une intelligence à venir apporter. Voilà, une Tout à fait, intelligence dans les tout à fait. finances du foyer pour optimiser les dépenses, pour optimiser le compte d'épargne, etc. et prévoir des choses qui vont permettre d'anticiper l'avenir, parce qu'en tant que croyant, on repose notre confiance dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça ne nous empêche pas de faire des causes pour organiser, prévenir le risque et faire au mieux pour ne pas en tout cas se retrouver exposé ou exposer nos enfants à des difficultés financières et se retrouver à pas pouvoir joindre les deux bouts. Donc ça, Tout à c'était la fait. première. Et du coup, je rebondis sur ce que tu dis, parce que quand on dit qu'il incombe à l'époux les dépenses du foyer, mais Mm. quelles sont ces dépenses-là? Ouais. Alors, l'époux, il doit te mettre, oui, un toit sur la tête, il Mm. doit subvenir aux besoins alimentaires, Mm. mais si demain, j'ai envie de refaire la déco de mon salon, par exemple, Mm. est-ce qu'il doit ou est-ce Mm. qu'il peut? Et Yes. là, parfois, on est heurté à certaines problématiques, mais en vrai de vrai, on ne lui demande pas de changer le parquet tous les 6 mois à l'époux. Non. Ça, c'est une volonté que la femme peut avoir et qu'elle peut parfois assouvir Mm. sans Subhanallah. créer de friction dans son foyer parce qu'elle a son propre argent. Donc, en Yes. fait, avoir son argent, c'est aussi pouvoir œuvrer pour soi et pour son avenir et pour ses projets personnels et contribuer aussi au projet du couple. Ouais. Parce que partir au Hajj, ça coûte beaucoup d'argent. Et que Mm. si moi, je ne participe pas et si moi, je ne suis pas là pour t'aider à ce qu'on puisse bâtir cette enveloppe-là plus vite, eh ben, on mettra peut-être des années et des années à pouvoir le faire, alors Mm. qu'avec mon coup de pouce, eh ben, on pourra accomplir cette obligation et cette adoration ensemble et plus vite. Bien sûr, en islam, les charges incombent au mari. Maintenant, c'est pas interdit de venir participer, de venir soulager, de venir s'entraider et de faire, d'avoir cet état d'esprit de on est une team. Et si je peux aider à remplir l'enveloppe plus vite, ben, bismillah, je le fais. Et le jour où toi, tu auras besoin, il te soutiendra aussi dans tes entreprises, dans tes initiatives. Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite, Inch'Allah, d'arriver à trouver cet état d'esprit-là. La deuxième chose que ça m'inspire, c'est qu'effectivement, quand j'ai vu les femmes et l'argent, je me suis dit, bah, je comprends en fait les femmes et l'argent. Bon, ça m'inspire plein de choses parce que ça fait 3 ans que j'accompagne des femmes, que je connais très très bien du coup la psychologie féminine. Et surtout, dans le Coran, on retrouve beaucoup cette idée que la femme, c'est un être très émotionnel, très sentimental. Et je te le disais avant le début de l'épisode, il y avait un post à toi qui m'avait beaucoup fait réagir. C'est notamment pourquoi c'est quand on a le moins d'argent qu'on a le plus envie d'en dépenser. Et tu parlais du coup de l'aspect émotionnel. Voilà, le fait de vouloir, puisque c'est vide, on veut remplir le vide, parce qu'on a beaucoup de mal en tant qu'être humain avec le vide, et encore plus quand on est une femme. Donc la femme a beaucoup ce besoin de plénitude et ce besoin de se sentir remplie dans ses besoins affectifs, dans son besoin de se sentir belle, etc. etc. Et du coup, moi, ça m'a tout de suite fait penser à ça, parce qu'avec mes élèves, on travaille beaucoup l'aspect émotionnel. Et du coup, bah, je me suis dit, oui, franchement, clairement, il faut des cours d'intelligence financière à tout le monde dans la Oumma hein, et à l'être humain de manière générale. Mais il en faut pour la femme, parce que la femme, c'est un être un peu particulier. Nous sommes tous des êtres sensoriels, mais la femme, elle a une sensibilité plus, elle a une émotionnalité plus, encore plus si elle a de l'hypersensibilité, ce genre de choses. Et du coup, là aussi, c'est différent la manière d'enseigner la finance à une femme plutôt qu'à un homme, parce qu'une femme, il faut qu'on tienne compte de son émotionnalité, de sa sentimentalité. Qu'est-ce que tu aurais à Alors, dire là-dessus avec les exactement. accompagnements que tu délivres? Donc, en fait, si on fait des généralités, effectivement, l'homme, il va avoir tendance à être un petit peu plus terre à terre, et les Pragmatique. femmes, pragmatiques, tout à fait, et les femmes, très émotionnelles. Comment j'ai fait ce constat? Le constat, je l'ai fait déjà par moi-même. J'ai constaté ça par moi-même avant de me lancer. Donc, en fait, quand j'ai stoppé mon activité de Tiny Wax, j'ai pas repris le travail tout de suite. J'ai eu une période où j'étais au chômage, je crois. Enfin, je touchais pas beaucoup d'argent, dans tous les cas. Mes revenus étaient très faibles. Et je me souviens, c'est à cette époque-là que je convoitais toujours le dernier iPhone, la dernière belle voiture, et je bavais devant tout ça comme pour combler un vide. Mais ce qu'il faut comprendre,
c'est que le vide qu'on essaye de combler déjà, c'est quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose de très éphémère et c'est quelque chose qui va nous faire encore plus sombrer parce qu'on va se battre pour acquérir des choses. On va penser que ces choses-là vont nous combler, mais elles vont combler nos envies, mais de manière superficielle. Et l'exemple que je donne quand j'accompagne les femmes, c'est de comprendre la société dans laquelle on vit. On est dans une société de consommation. Le marketing, il a été conçu pour expliquer aux gens que vous ne serez complet que lorsque vous aurez acheté telle chose, que lorsque vous aurez effectué tel voyage ou que lorsque vous aurez votre dernier sac à main. Comment ils s'y prennent? Ils s'y prennent en appuyant sur les blessures des gens. Donc, effectivement, on vit toutes dans le stress, voilà, la routine, métro, boulot, dodo, voilà, c'est un peu compliqué parfois. On est épuisé parce qu'on gère tout un tas de choses. Voilà, on est des femmes, il faut gérer le foyer, parfois les enfants, gérer le travail, faire le ménage. Quand on veut entreprendre, en plus, et quand on entreprend, la charge mentale de l'entrepreneur, je te vois sourire, Ikram, mais c'est des nuits blanches, hein. On n'en dort pas la nuit, parfois on est J'en sais quelque réveillé, chose. voilà, tu vois, on est réveillé par tout ça. Et on va se réveiller un jour, on va regarder une publicité, et dans cette publicité, on va voir quoi? Voyager pour vous libérer, arrêter de stresser. Et là, on va se dire, mais il l'a faite pour moi, cette pub. C'est magnifique. Et effectivement, je ressens telle chose. Mais tout ça, c'est les marketing, en fait. Le marketing, il a été créé pour ça, pour vous montrer que vous ne serez complète que lorsque vous aurez fait ceci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va vouloir accomplir ce voyage-là. Alors, on va voyager, on va se sentir apaisé, et là, on va être bien. Sauf que qu'est-ce qui va se passer? Il va bien falloir rentrer à la maison un jour. Et là, on va rentrer Exactement. et on va s'apercevoir de quoi? Eh bien, qu'on retombe dans notre train-train, dans notre stress. Et pourquoi? Parce que le problème, il n'a pas été résolu à la source. On a essayé de mettre un pansement en achetant, en consommant, mais il faut vraiment prendre le problème à la source et savoir, OK, je suis stressée, qu'est-ce qui provoque ce stress? Qu'est-ce que je peux mettre en place au quotidien pour essayer de pallier à ça? Et c'est en prenant le problème à la source qu'on va finalement solutionner les choses. Et le retour à la religion, c'est quelque chose de très, très, très important et qui est le meilleur des médicaments, en fait. Mais oui, tu peux pas combler ton vide autrement que par la relation à Allah subhanahu wa ta'ala, hein. La Exactement. plénitude, elle s'atteint. La plénitude et le bonheur dans ce bas monde, on le trouve que dans la religion et dans la piété. Et surtout, c'est l'âme qui a faim, en fait. C'est beaucoup l'âme, hein, qui réclame. Et en fait, l'âme, eh ben, elle va se nourrir de ce que tu lui donnes. Alors, si tu lui donnes effectivement des produits issus de la consommation, ben, elle va en réclamer un petit peu plus. Si tu lui donnes son créateur, ben, elle va en réclamer un petit peu plus. Et l'avantage de lui donner de son créateur, ben, c'est qu'elle va ressentir effectivement ce sentiment de plénitude et on ne sera pas dans quelque chose de très superficiel et de très pansement comme tu décris. Donc voilà, c'était effectivement là-dessus que je voulais t'emmener parce que je trouve que c'est à cet endroit que nos deux expertises, elles se rejoignent pas mal. Et je trouve ça bien de le dire, tu vois, parce que je vois beaucoup de comptes, tu sais, spécialistes de la gestion des finances, etc., spécialistes aussi dans la gestion financière féminine. Mais malheureusement, je trouve qu'on ne parle pas assez de ce volet-là. Et la femme, il faut la considérer dans toutes ses facettes. Et ce qui fait une femme, c'est avant tout voilà, ses émotions. Elle aime bien qu'on lui porte de l'attention, elle aime bien se sentir belle, elle aime bien se sentir ceci et cela. Et ce qui, du coup, entrave la bonne gestion de ses finances, c'est que ce qu'elle ne ressent pas intérieurement, bah, va aller le chercher à le compenser à l'extérieur avec une gestion de ses finances voilà, très hasardeuse et au gré de ses besoins, de ses frustrations du moment. Et en fait, si vous avez une telle gestion, vous êtes sur une gestion émotionnelle de l'argent. Et ça va être un problème pour vous parce que ce problème-là, vous risquez de l'avoir dans votre vie personnelle, mais vous risquez de l'avoir aussi dans votre entreprise. C'est-à-dire que votre entreprise, elle ne va pas régler ce problème-là. Au contraire, le problème va être exacerbé, il va être à plus grande échelle. Donc, c'est une erreur de penser qu'il faut que je gagne plus pour avoir moins ce problème de découvert et de ceci et cela. Non, si je ne sais déjà pas gérer ma trésorerie personnelle, a fortiori, je vais avoir encore plus de mal à gérer ma trésorerie professionnelle. Donc, il faut que je règle ce problème-là déjà dans ma vie personnelle pour ne plus qu'il se ressente dans ma vie professionnelle à plus grande échelle, parce que ça va être encore plus problématique et ça va créer des problèmes d'autant plus grands. Hein, n'est-ce pas? C'est sûr. Ok. Alors du coup, Citan, justement, dans tes accompagnements, est-ce que tu pourrais me décrire un petit peu les plus gros freins entre les femmes et l'argent? Est-ce que tu en as identifié quelques-uns qui sont symptomatiques, qui reviennent souvent? Les plus gros freins qui empêchent justement une relation saine à l'argent? Selon toi, ils sont de quel Alors, ordre? l'éducation. Hmm. L'éducation, parce que alors, la plupart des femmes que j'accompagne sont des femmes qui sont issues de l'immigration, en fait, qui ont des parents issus de l'immigration. Et on est deux générations complètement différentes.
Simplement, quand on n'a pas eu d'éducation financière, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est souvent à reproduire le schéma familial. Sauf qu'on ne peut pas reproduire le schéma de nos parents qui sont arrivés en France Mm. ne sachant pour la plupart ni lire ni écrire. Ils ont fait comme ils ont pu, de la meilleure des manières, selon leur époque et selon les moyens qu'ils avaient et les moyens qu'on les autorisait à avoir. Voilà, donc l'éducation, c'est quelque chose de très fort. Et la deuxième chose, ça peut être parfois des choses qu'elles ont vécues, qui sont inconscientes, mais qui vont avoir un impact fort sur leur gestion des finances personnelles aujourd'hui. Je m'explique. Par exemple, c'est un livre que j'avais lu, donc c'est Ce que l'argent dit de nous, qui est très intéressant, qui explique que, par exemple, si enfant, on t'a envoyé, on t'a donné de l'argent, on t'a envoyé faire des courses à la supérette, et qu'arrivé là-bas, tu t'aperçois que, oh, malheur, tu as perdu les sous en route. Donc, tu rentres chez toi et là, tu dis à ton père, j'ai pas pu faire les courses et en plus, j'ai perdu l'argent. La réponse que ton père va te faire peut avoir une incidence sur toi, mais pendant très, 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 très longtemps, jusqu'à ce que tu soignes ça, en fait. Pourquoi ? Parce que pour toi, l'argent va être source de problèmes. C'est à cause de l'argent que je me suis fait gronder par mon père. Et du coup, il ne m'aime plus. C'est ça, exactement. Qui veut plus me parler, qui veut pas me faire de câlin. C'est ça, exactement. Et du coup, tu peux avoir une relation conflictuelle avec l'argent, avec quelque chose qui s'est passé dans ton enfance. C'est vraiment incroyable. Et donc, il faut réussir à comprendre pourquoi et soigner ça et comprendre que l'argent n'est qu'un moyen qui vous aidera à parvenir à vos fins. Oui, alors là, il y a deux choses qui, moi, en tant que mindset coach, me font réagir. Ce que l'argent dit de nous, effectivement, ça me parle complètement parce que je le dis souvent, hein, moi, quand avec l'équipe, quand on a les personnes en appel, on appelle diagnostic, tout de suite, ce qu'on va regarder, c'est quel rapport elle entretient avec l'argent. Et ce que ça vient nous dire d'elle, qu'elle ne dira pas avec ses mots, tu vois. Elle ne dira pas qu'elle n'a pas confiance en elle, elle ne dira pas voilà, qu'elle manque de tawakkul, etc. Mais dis-moi comment tu interagis avec l'argent, je te dirai qui tu es. Clairement, c'est ça. C'est ultra puissant pour permettre de comprendre une personne, de comprendre l'état émotionnel dans lequel elle vit, comprendre un petit peu son expérience de vie aussi. Donc, l'argent nous dit beaucoup de vous. Et du coup, ça amène à mon second point, le fait que l'argent, ça permet de se développer d'une manière extraordinaire. Effectivement, si tu ne travailles pas sur ta relation à l'argent, tu ne te rendrais pas compte que moi, c'est vrai qu'il y a eu cet événement à l'âge de 6 ans où mon père il m'a donné temps pour aller acheter une baguette et puis j'ai perdu l'argent en chemin et en rentrant, du coup, je me suis pris une baffe et depuis, il ne me donnait plus d'argent. Donc, du coup, j'ai peur de l'argent. Du coup, l'argent, c'est synonyme de problème pour moi. Du coup, l'argent, c'est synonyme d'amour, même si j'arrive à gérer l'argent, même pas si je ne sais pas le gérer. Bon, il y a effectivement tout plein de raccourcis qui ont été faits dans vos cerveaux d'enfants. D'ailleurs, je pense qu'il y aura bientôt un épisode sur le cerveau. Si ça vous dit, dites-moi en commentaire. Mais les expériences que font les enfants, elles sont hyper réductrices. Et souvent, malheureusement, l'adulte que vous êtes est enfermé dans ce schéma très réducteur que l'enfant a fait. Je m'explique. Il s'est passé qu'effectivement, vous avez fait une expérience à 6 ans, à 8 ans, à 9 ans, avec un cerveau qui a du mal à faire la part des choses, à prendre de la hauteur sur les choses, à nuancer ce qui a été dit par l'adulte. Et donc, vous êtes très binaire dans vos raisonnements à cet âge-là, et vous allez avoir tendance à penser que l'argent, c'est plus important pour mon père que moi. Mon père sera satisfait de moi que si je gagne beaucoup d'argent. Je me suis construite comme ça. Moi, petite, c'est du coup pas étonnant qu'aujourd'hui je vive comme ça. Mais tout ça pour vous dire que vous enregistrez plein de choses et en fait, vous les interprétez. L'être humain, il ne sait pas s'empêcher d'interpréter. Il vit des situations et il va y donner un sens. Mais le sens que va y donner un enfant, il est très, très réducteur. Il est très peu nuancé. Il est en mode tout noir, tout blanc. Et il ne sait pas se dire que ça n'a rien à voir avec moi. Peut-être que mon papa, ce jour-là, il m'a mis une baffe, mais ce n'est pas pour les 5 euros, c'est parce qu'il en avait gros sur la patate, il s'est pris la tête avec maman. Au boulot, il s'en est pris plein la figure aussi. Les 5 euros, c'était juste voilà, un défouloir. C'était le petit truc de plus dans la journée qui a fait déborder le vase. Et finalement, ça n'avait rien à voir avec les 5 euros. Donc, tout ça pour vous dire que, et d'ailleurs, subhanallah, ça m'évoque, tu vois, une situation que j'ai envie de vous décrire là, pour la petite anecdote et le petit exemple, pour vous donner une mise en situation concrète. J'aime bien être très concrète. Il y a une élève qui me rapportait que sa fille lui avait menti justement, en lui disant, maman, à l'école, il demande de ramener 5 euros, et en fait, c'était pour aller s'acheter des bonbons.
Et elle a baffé sa fille, elle l'a punie, tu vois. Et elle s'en est beaucoup voulu parce qu'elle me dit, j'aurais voulu avoir une meilleure maîtrise. Et je lui ai dit, c'était quoi le problème? C'est le fait qu'elle ait menti. C'est pas le fait que Oui, oui, oui. voilà, elle m'aurait demandé, maman, 5 euros, je vais acheter des bonbons, il n'y aurait pas eu de souci. Par contre, ce qui a été un problème pour moi, c'est qu'elle m'ait menti. Et il n'y avait jamais eu de mensonge jusqu'à présent entre nous. Et ça a cassé le lien de confiance. Et donc, je me dis, est-ce que tu l'as expliqué ça à ta fille? Non, je lui ai dit, t'avais pas à Ah, mentir, c'est mal, une baffe, et puis c'est fini, et waouh. tu n'auras plus d'argent de poche. Donc, la petite, imaginez comment elle va se construire. Donc, heureusement, elle est coachée, et j'ai pu lui expliquer qu'un enfant, il comprend pas, il faut lui expliquer pourquoi c'est mal. Il faut lui expliquer que maman, elle te fait confiance. Si tu demandes 5 euros pour aller acheter des bonbons, je te les donnerai, c'est pas un problème. En revanche, c'est le mensonge qu'il y a derrière qui m'a posé problème parce qu'entre nous, il doit y avoir de la vérité. Le mensonge chez nous, il est haram, Allah ne le tolère pas et je te rends service quand je te punis parce que tu as menti. Tu vois. Et puis, je peux décider que cette fois-ci, je te punis pas, mais la prochaine fois que je t'attrape la main dans le sac en train de mentir, ce sera punition. Tu vois. Donc là, sa fille, si moi, j'expliquais pas à la maman que euh, l'expérience que tu as fait de faire à ta fille, effectivement, elle est violente. C'est pas tellement le geste, c'est ce qu'elle va retenir par rapport à ça. Tu vois, comme si elle n'avait pas le droit de te demander l'argent, comme si, oui, mais je suis obligée de mentir pour demander de l'argent parce que sinon elle ne me les donnera pas. Voilà, elle va créer tout un truc, de la violence autour de l'argent aussi, avoir peur de l'argent, Exactement, créer de la violence autour de exactement. l'argent. Alors qu'en réalité, sa mère, ce qui l'a dérangé, c'est pas le problème de l'argent, c'était le problème de tu m'as menti. Ton exemple, il est vraiment, vraiment, vraiment très Il est parlant. C'est puissant, hein, exactement ça. subhanallah. Ouais. Et nous, avec nos enfants, on a tendance à dire ben, c'est bien, bravo, un bon point, c'est pas bien, une grosse tarte. Ben non, pas du tout, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut leur expliquer pourquoi c'est pas bien aux enfants, c'est pas du bon sens pour eux. Ils n'ont pas encore le cerveau qui permet de cheminer sur ça c'est mal, ça c'est bien. Donc, oui, à partir de 6 8 ans, on comprend la différence entre le bien et le mal. Mais il faut expliquer quand même pourquoi c'est mal. Tout à Il fait, faut expliquer pourquoi c'est bien. Pour nous, c'est du bon sens. Pour eux, ça ne l'est pas encore. tout à Et fait. souvent, si vous avez été éduqué comme tu mens, ben, c'est une baffe, ben, vous allez avoir tendance à le faire et votre main va vous échapper. Donc, à vous de faire un travail sur vous pour ne pas traumatiser vos enfants avec l'argent. Effectivement, tu l'as dit, hein, nos parents, ils n'ont pas eu d'éducation financière. Du coup, ils ne nous en ont pas transmis non plus d'éducation financière. Eux, leur exploit, ça a été de venir en Europe pour nous offrir une vie meilleure que la leur. Et malheureusement, voilà, comme tu dis, on les a conditionnés aussi hein, avec voilà, cette vie-là, souvent dans les banlieues, etc., où il n'y avait pas accès aux personnes les plus éduquées financièrement et où on vivait avec les minima sociaux. Donc aujourd'hui, nous, alhamdoulilah, cette génération, elle a quand même accès à l'éducation, elle a accès à pas mal de choses. Il faut qu'on s'instruise sur le sujet de l'argent et qu'on soit de meilleurs parents pour nos enfants. Mais pour ça, il faut nous-mêmes qu'on s'assainisse dans le rapport avec l'argent et Tout à expliquer à fait. nos enfants que l'argent n'est pas le problème, que l'argent n'est pas objet de souffrance, que l'argent n'est pas objet de malheur, etc. Mais qu'il y a un comportement à avoir vis-à-vis de l'argent et vis-à-vis de tout le reste. Et c'est à nous de leur expliquer ce qui nous paraît être du bon sens. Exactement, exactement. Et de toute façon, enfin, vraiment se dire que on n'est pas en train de dire que il faut que tout le monde devienne millionnaire et que ça va être génial. C'est pas du tout le sujet. C'est de se mettre soi au centre de sa vie, de se dire ok, quels sont les objectifs que j'ai envie d'atteindre, que ce soit de manière personnelle ou de manière professionnelle si on est entrepreneur. Et en fonction de nos objectifs, de se dire ok, c'est quoi le plan d'action que je vais mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, c'est partir de l'arrivée pour ensuite essayer de construire un petit peu le chemin, la feuille de route qu'il va falloir emprunter pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Ouais, alors justement, tu as anticipé un petit peu sur ma question. Quand tu reçois ces femmes que tu accompagnes, quel est le premier travail que tu fais avec elles justement pour assainir leur relation à l'argent et reprendre en main la gestion de leurs finances personnelles? C'est le mindset. Mindset, Ouais. subhanallah, comme c'est Étape surprenant. numéro un, mindset, c'est OK, qui tu es, Ouais. qu'est-ce que tu veux dans la vie, Hmm, quelles sont les croyances que tu as vis-à-vis de l'argent, qu'est-ce qu'on hmm, te disait de l'argent dans ta famille quand on était enfant, quel est ton profil vis-à-vis de l'argent, parce qu'en fait, en fonction des premiers mots qui vont te venir à l'idée quand on va t'évoquer le mot argent, hmm, eh ben, on va être capable de voir un petit peu quelles sont les tendances. Il y a des personnes, par exemple, qui vont être très économes. Donc, on va hmm, voilà, dire qu'elles sont un petit peu proches de hmm, leurs sous parce qu'elles vont avoir peur de manquer, par exemple. On a des personnes qui vont dépenser tout ce qu'elles gagnent. On a des personnes, enfin voilà, en fonction de, du premier mot qui va venir à l'esprit de la personne quand on va lui demander pour toi argent égal, eh ben, généralement, ça va être la tendance de consommation que cette personne pourra avoir. Donc, étape numéro un, c'est mindset. Euh, le regard des autres, parce qu'on le veuille ou non, hein, on est dans une société où on va porter beaucoup d'importance au regard de l'autre par nos tenues vestimentaires, par la voiture qu'on va conduire, par tout un tas de choses qui vont hmm. conditionner notre consommation. Et justement,
Pour les femmes que nous sommes dans la communauté, principalement, et puis les femmes aussi de manière générale, si ça peut toucher d'autres horizons, ça nous va aussi. Quel est le mindset selon toi à avoir, à cultiver vis-à-vis de l'argent? Quel est le mindset que tu les aides à aller chercher, qui aujourd'hui n'est peut-être pas le bon, et ce qui fait que du coup, elles ont une trésorerie personnelle voilà, qui est très hasardeuse. Euh, Quel est le mindset que tu les aides à mettre en place et à adopter pour assainir cette relation à l'argent et avoir une meilleure gestion de leurs finances personnelles? Alors, la première chose qui, selon moi, est très importante, comme je le disais tout à l'heure, c'est de comprendre que l'argent n'est qu'un moyen. L'argent ne fera pas de vous quelqu'un de meilleur ou de mauvais. L'argent, c'est un moyen de parvenir à des fins. Donc déjà, essayer de désacraliser un petit peu tout ce qu'on peut avoir comme pensée vis-à-vis de l'argent. L'argent, c'est un moyen. Donc si je suis quelqu'un de bien, si demain j'ai beaucoup d'argent, je ferai plein de choses bien. Voilà. C'est comme un exhausteur de goût, le sel qu'on va venir rajouter. Ça vient Voilà. révéler le goût, Ça ouais, vient des révéler choses. le goût des choses. Ça Tout vient à fait. révéler du coup la nature de la personne. C'est ça. C'est ça. Donc déjà, faire la paix avec l'argent et se dire que l'argent n'est pas mauvais. Euh, donc ça, c'est le premier point et la première chose que j'essaye de leur inculquer. Et ensuite, bah, de faire le point sur leur situation. Là, aujourd'hui, quelle est ma situation? Est-ce que je suis souvent à découvert? Est-ce que je suis ric-rac? Est-ce que j'arrive à épargner? Et pour ça, bah, il faut se pencher sur les chiffres. Donc, une fois qu'on s'est penché sur les chiffres, Ouais, qu'on a vu là, un tu petit parlais peu… tout à l'heure de paix avec l'argent. Là, il y a une paix, une réconciliation à faire avec les chiffres aussi, non? Ah, mais clairement, clairement, parce que Il y a une grosse allergie dans la communauté, j'ai l'impression. bah, en Moi, la fait, première, hein. on vit au jour le jour. Et ça, c'est pareil. Je pense que, Mm. donc, moi, je suis d'origine guinéenne et je pense que c'est quelque chose qui nous a été transmis par les parents. Et pourquoi? Mm. Je sais qu'en Guinée, quand je vais en vacances, le père de famille va se réveiller, il va donner à son épouse l'argent pour la journée. Subhanallah. Il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de congé. On ne fait pas frigo, congélateur, batch cooking, tout ça, il n'y a pas. C'est la journée. Ouais. La journée. Donc, Subhanallah. elle va aller au marché, faire ses Ouais. courses pour la journée, préparer pour la journée. Et donc, en fait, on ne nous a pas appris à voir loin et à être visionnaire. Donc, ces Subhanallah. parents-là nous ont inculqué. Alors maintenant, effectivement, on est en Occident, donc on a des frigos, on a des congélateurs, on a tendance peut-être à faire les courses pour le mois, mais est-ce qu'on arrive à voir un petit peu plus loin qu'un mois? Ou Subhanallah. est-ce que j'ai envie de me voir dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Alors, bien sûr, tout appartient à Allah. Je ne suis pas en train de dire que voilà, vous allez… Mais les causes, il va falloir être capable de les faire. Et pour les faire, eh ben, il va falloir se pencher dans le dur, donc sur les chiffres, sur le mindset et Ouais. mettre en place un plan d'action pour atteindre nos objectifs. Ouais. Ça, je dirais qu'effectivement, c'est un symptôme qu'on voit partout dans la communauté. N'importe quel projet qu'on initie, ce que je constate, moi, et ce que je déplore, c'est le manque de vision. Nous ne sommes pas visionnaires, alors que c'est ce que nous enseigne le Coran el-Karim. Surat Yusuf, par exemple, nous apprend à être visionnaires. Soyez visionnaires, regardez un petit peu plus loin, même si vous n'avez pas la garantie de demain, il n'y a qu'Allah qui sait si vous survivrez à aujourd'hui. Mais pour autant, vous devez prévoir que demain existera peut-être, surtout quand vous avez un foyer, surtout quand vous avez une équipe, la gestion d'une équipe, il faudra bien leur verser vos prestats. Moi, par exemple, j'ai des prestats et j'ai des personnes qui bossent aussi avec moi en freelance. Il faut prévoir. Donc, je ne peux pas me permettre de me dire, voilà, ce mois-ci, ce qui va tomber servira à payer, mais s'il n'y a pas, si ce mois-ci, ça va un petit peu moins bien. Donc, il faut que tu puisses avoir une vision. Et plus ta vision est grande, plus plus elle va pouvoir te sauver de situations difficiles, de mois où ça ne rentre pas, ceci, cela. Voilà, tu me parlais tout à l'heure des organismes sociaux, tu vois, ça existe effectivement dans des organismes sociaux qui vont vous payer en retard. Vous ne pouvez pas dépendre que d'eux. Il vous faut pouvoir gérer par avance les situations bloquantes où la CAF ne va pas vous verser parce qu'ils sont en train de faire un contrôle actuellement et hop, eh ben, on gèle tout. Hein, on a connu ça. On vous gèle. Moi, c'est déjà arrivé à mes parents. On vous gèle tout. On attend voilà, de finir notre enquête. OK, ben, en attendant, je mange quoi? Voilà, donc si je ne suis pas visionnaire, si je n'ai pas une petite épargne, si je n'ai pas une petite trésor pour me retourner, je fais comment? Par contre, dans ce versant-là, il y a deux types de profils. Il y a ceux qui sont un petit peu trop visionnaires pour le coup et qui vont trop prévoir. Moi, par exemple, c'est l'éducation que j'ai reçue, tu vois. Mon papa a été quelqu'un de très rigide avec l'argent. Il a tellement manqué, hein, immigré, que voilà, pour lui, toutes les dépenses étaient superflues ou presque, tu vois, à part manger et payer le loyer, tout le reste, c'était du superflu. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'activités et il avait toujours voilà, beaucoup d'avance au niveau de sa trésor. Ça, ça peut être aussi limitant. Mais à l'inverse aussi, le fait de ne pas avoir de vision du tout et vivre au jour le jour, c'est très bloquant aussi.
Donc, il y a un équilibre à les trouver, là, il y a un juste milieu à les trouver. J'ai une vision. Maintenant, je ne parie pas non plus sur demain parce que je ne suis pas sûre d'y être, mais je dois pouvoir anticiper qu'on me gèle ma trésorerie, surtout quand on est entrepreneuse, on ne sait jamais. Il peut y avoir les impôts qui viennent mettre le nez dans vos histoires. Il peut y avoir des clients qui, tout en même temps, vous disent ce mois-ci, je ne peux pas payer. Donc, et ça m'est déjà arrivé, il y a des clientes qui vous disent, s'il te plaît, ce mois-ci, voilà, je suis obligée de décaler, etc. On est à l'abri de rien, en fait. Donc, on s'organise, on est visionnaire, on fait en sorte de ne pas se retrouver dans le rouge. Et si vous ne prenez pas le temps de vous poser avec votre vision, ben, il n'y aura juste pas de grandes réalisations non plus. C'est ce que je dis, hein, ceux qui ont des grandes réalisations, ils ont souvent une grande vision avec laquelle ils se sont posés, ils ont posé l'objectif, et puis après, ils ont mis en place, comme tu disais, les actions pour aller le chercher. Et on le voit, regarde le Covid, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu prévoir. Non. Et quand on est entrepreneur et qu'on n'a pas eu la trésorerie nécessaire pour pouvoir pallier à ça, parce qu'on se retrouve du jour au lendemain avec 0 client, si on fait par exemple, si on a une boutique physique, comment on gère ce type Ouais. Bah, tu es d'aléa-là? dépendant de l'État, comme on l'a vu beaucoup, et tu es C'est dépendant ça, de l'État qui c'est va ça. Sauf bien que te l'État te débloquer paye les exactement, c'est quand ils veulent. Voilà, c'est quand C'est ils quand ils veulent, veulent. ça prend une plombe, il y a X papiers à remplir. D'ici là, toi, tu as tous tes prélèvements qui passent sur le compte, tu fais comment? C'est C'est ça. juste pas possible. Donc, Donc, ne vous comme pas quelqu'un qui dans le la ferait de notion de manière personnelle, Mm, il faut avoir comme de manière personnelle, on va avoir mm, une épargne de précaution. mm, Quand on est entrepreneur, il faut avoir une trésorerie d'avance pour pouvoir mm. pallier à certains problèmes. Ouais. Et ça, c'est indispensable. Mais si tu n'as pas ces réflexes-là dans ta vie personnelle, tu ne les auras pas non plus dans ta vie Exactement. professionnelle. Parce que, Exactement. encore une fois, le business est une projection de vous. Donc, ça vient révéler ce que vous êtes en Ouais. format x10. Voilà, c'est à la taille de votre entreprise. Donc, oui, ça, c'est quelque chose aussi sur lequel je travaille beaucoup, la vision. Et honnêtement, tout projet que vous initiez, que ce soit le mariage, les enfants, ayez une vision. Ok, je veux avoir des enfants, mais c'est quoi mon projet pour eux? C'est quoi ma vision? Comment est-ce que je me vois les élever? On ne dit pas qu'on va choisir leur métier, etc. On dit quel cap je veux donner à leur éducation, quel cap je veux sur le plan affection, etc., sur le plan affectif. Donc, je me marie, pareil, c'est quoi ma vision du couple? C'est quoi ma vision du mariage? Ceux qui se sont mariés sans vision, souvent, ils se sont cassés les dents. Ceux qui sont allés au feeling, au talent, ben, souvent, ben, quand on grandit, on mature avec l'âge, on commence à avoir envie justement d'avoir une vision, de regarder, de se projeter. Et quand on constate qu'il n'y en a pas, et qu'en plus, pour le coup, si moi j'en ai une, l'autre n'en a pas, ben, on fait comment en fait pour avancer main dans la main vers une vision qui n'est pas commune, qui n'est pas partagée, etc. Donc, prenez l'habitude d'initier un projet en vous disant, OK, qu'est-ce que je veux pour ce projet-là? Quelle est mon ambition là? Dans quelle direction j'ai envie d'aller? Vous irez peut-être pas, parce qu'Allah décidera peut-être que votre vie va s'arrêter demain. Mais pour autant, vous avez mis un cap. Et puis ensuite, vous invoquez très fort. Et puis ensuite, vous mettez en place le plan d'action et vous laissez Allah mettre sa baraka dedans. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et nos parents, ça, je trouve qu'ils ont manqué de vision ou parfois ils ont été à l'extrême. Voilà, mon papa, c'était quelqu'un qui était pour le coup visionnaire plus en mode voilà, il faut qu'on prévoit des années d'avance au cas où que. Voilà. Pour le coup, c'était un petit peu trop. Juste milieu. Voilà, on est dans le juste milieu Toujours. Donc, et on arrive à s'équilibrer comme ça. Ok. Alors justement, tu as parlé un petit peu de croyances autour de l'argent. Grosso modo, toi, en accompagnant, là, quelles sont les croyances qui ressortent le plus autour de l'argent dans la communauté africaine, arabo-musulmane? C'est quoi qui revient le plus? j'ai beaucoup de conflits, problèmes. Enfin, on a quand même pas mal de projections négatives. Après, on va voir argent égale sécurité, argent égale liberté, argent égale choix. Il y a un peu de tout, mais même dans les personnes pour qui argent égale liberté, elles vont avoir comme un blocage de se dire, OK, ben dans ce cas-là, si pour moi, argent égale liberté, quels sont les moyens que je vais mettre en œuvre pour atteindre cette liberté-là? Et là, blocage. Subhanallah. Et ça, c'est Bloque très aussi fréquent. le travail de projection et de vision, ça. Hein. Mais Quand la clairement, personne, clairement. c'est la liberté, mais en fait, concrètement, comment je le fais? Parce que surtout quand tu as vécu dans une famille où il a manqué, Ouais. c'est pas envisageable d'être entrepreneur, par exemple, ce genre de choses. Ça crée un blocage là. Il y a une vraie Mais en fait, résistance. c'est comme se dire argent égale liberté, ouais, mais pour les autres, mais pas pour moi. Et c'est exactement ça. Ouais. C'est voilà, quand je vais expliquer par exemple que il est possible aujourd'hui d'accéder à la propriété sans passer par le crédit. Bah non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Ouais. Si, c'est Là, ça possible. résiste beaucoup, beaucoup dans C'est la Oumma. possible. C'est Subhanallah. ça, c'est ça. Ouais. Et en fait, après, je pense qu'on n'a pas beaucoup d'exemples de personnes qui nous ressemblent Ça manque pas. c'est ça, et qui ont réussi comme nous, on pense que la réussite est, bah, du coup, ça bloque.
Ouais, et on connaît aussi pas assez notre histoire parce que même s'il manque d'exemples contemporains, moi j'essaie d'en faire venir. Tu vois, tous les 5, 6 épisodes, j'essaie de partager un épisode de Raconte-nous ta réussite en ligne avec des entrepreneurs musulmans pour justement montrer que ça existe de réussir en ligne en étant personne au départ, en étant inconnu au bataillon et en se faisant un nom et du coup très vite une notoriété qui permet de gagner notamment beaucoup d'argent. Mais je veux dire, il y a quand même dans notre histoire des gens qui ont été très très riches et malheureusement on ne connaît pas notre histoire. Et j'ai envie de dire que ça vient aussi beaucoup de là. Donc nos parents, ils ne se sont pas beaucoup instruits, ils étaient analphabètes comme tu le disais. Moi, ma mère, elle n'a pas non plus été envoyée à la mosquée parce qu'il fallait élever les petits frères et les sœurs, surtout quand elle est née, tu sais, dans les familles africaines, c'est ça. Et en fait, tu te dis, mais c'est à nous d'aller être curieux de notre histoire. Et là, on va s'apercevoir effectivement qu'il y a des Khadija qui sont passés par là, radiallahu anha, qu'il y a des Abu Bakr Siddiq qui étaient infiniment riches aussi, des Omar aussi. Donc, il y a des gens comme ça dans notre communauté qui ont été extrêmement riches. On a Youssouf aussi, alayhi salam, qui est passé de la prison à un poste hyper bien rémunéré, avec une super belle place, etc. Donc, il faut connaître notre histoire. Et dans notre histoire, il y a deux illustres personnages qui ont eu de brillantes réussites à base de grosses fortunes et ça ne les a pas rendus mauvais, hein, contrairement à ce qu'on peut croire. Ça leur a conféré une certaine liberté maintenant tout en étant subordonné et pleinement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on peut être très riche et continuer de se prosterner. Donc tout ce que vous avez là ici est lié à un manque de voilà, un manque de culture, tu vois, un manque de culture islamique. On ne connaît pas assez notre histoire, on ne connaît pas assez nos ancêtres, on ne connaît pas assez ceux qui ont bâti aussi notre dîne dans leur début, c'est-à-dire qui ont contribué à l'édification de notre islam, même si aujourd'hui on s'en est quand même beaucoup éloigné, mais pour autant, il faut connaître l'histoire, en fait. Bien Il faut sûr. connaître l'histoire. Et moi, je regrette ça. Surtout que dans la finance, je pense que ça pourrait faire l'objet de notre épisode, mais quelque chose de très cyclique, hein, les crises, etc. On en Oui, connaît, on en connaîtra encore. Ça, par exemple, on sait que pendant les temps de crise, c'est là que vont naître les plus grosses entreprises qui derrière vont complètement craquer. Bref, il se passe tout le temps des choses hyper cycliques. Tous ceux qui étudient la finance, qui étudient l'économie, ils savent, tout est cyclique en ce bas monde. Les saisons, le rapport à l'argent, l'économie, tout est cyclique. Mais si vous apprenez pas l'histoire, ben, malheureusement, vous ne saurez pas vous prémunir et vous ne saurez pas anticiper et vous ne saurez pas être visionnaire d'une façon qui concorde avec la réalité. Donc, apprenez l'histoire. Vraiment, c'est pas pour rien qu'il y a une histoire qui s'appelle Surat al-Qasas dans le Coran. Donc, les récits, les récits qu'Allah nous raconte. Et tout le Coran, c'est que des histoires de ce qui s'est passé avant nous, etc. Mais on ne connaît pas, on ne s'y intéresse pas. Et on va chercher ici et là des histoires inspirantes. Tu sais, moi, il y a quelque chose qui me peine beaucoup, hein, même si voilà, j'ai pas envie de freiner les élans, mais dans les femmes que j'accompagne, en début d'accompagnement, on travaille beaucoup la vision, tu vois. Et je leur demande souvent quelles sont les personnes qui les inspirent. Et souvent, elles vont me répondre Oprah. Non, les filles. Oprah, oui. Oprah, oui, elle est impressionnante. Voilà, elle a quelque chose d'une aura particulière, elle a une réussite éclatante, elle est partie de rien, etc. Ok. Mais que faites-vous des illustres personnages que nous avons dans la Oumma? Tu vois, il nous manque en fait de référents inspirants dans notre culture à nous, tu vois. Et, eux, ils avaient un rapport très sain avec l'argent parce que il y a des gens qui se réparent avec l'argent. Il y a des gens qui se construisent une identité sur l'argent. Ça, on n'en parle pas assez. Pareil, je pense que ça pourrait faire l'objet d'un épisode complet. Mais tout le côté malsain qu'il peut y avoir dans l'argent. Et moi, la première, hein, il m'est arrivé et je me suis construite en voulant prendre cette revanche en tant que fille d'immigré de moi, je ne manquerai pas d'argent. Voilà. Là où mes parents, ils ont eu besoin d'économiser beaucoup pour nous offrir des choses, où ils nous ont dû nous priver de certaines sorties parce qu'ils ne savaient pas, ben moi, je vais grandir, gagner beaucoup d'argent, les ramener là où ils veulent, et puis personne ne manquera plus de rien. Et ouais, puis, la du coup, ça vient revanche, dire vraiment. quelque chose de toi, tu vois. Ça vient dire quelque chose de toi, tu vois. Tu veux que l'argent vienne dire que tu as réussi, tu vois, que tu as Ouais, réussi, que tes parents, ils n'ont pas fait tout ça pour rien, tu vois. Donc, attention à ça, prenez des référents qui ont un rapport sain à l'argent et qui ont réussi à pas tomber dans le piège de l'argent aussi. Parce que voilà, même si on est en train de déconstruire pas mal de choses autour de l'argent, comme quoi c'est mal, etc., pour autant, il y a une fitna aussi dans l'argent. Il faut bien la sûr, connaître, il faut s'en bien sûr. prémunir. Et pour cela, moi, je vous recommande toujours de prendre des référents dans la réussite financière qui sont des référents religieux, qui sont validés par le Coran et par la Sunna, et qui sont inspirants et qui ont réussi à ne pas dissocier finalement l'argent de la spiritualité, parce que l'argent, non seulement ça dit beaucoup de choses de vous, mais ça dit aussi beaucoup de votre spiritualité. Et, et l'argent, vraiment, ça peut être un outil d'élévation spirituelle, mais ça peut être aussi un outil d'égarement. D'égarement parce que l'argent, c'est aussi dunya. Donc, moi, je dis souvent, avec l'argent, il y a une part à prendre. Tu sais, à ce verset dans lequel Allah dit de préparer son akhira.
mais de prendre aussi sa part dans cette vie. Et prendre sa part dans cette vie, c'est aussi prendre la part d'argent qu'il y a à prendre pour toi, la part de risque qu'Allah t'a écrite. Donc prends-la, n'aie pas peur de la prendre. En revanche, prends-la en état de soumission. Prends-la en ayant crainte de ton Créateur. Prends-la en espérant en lui qu'il t'ajoute et qu'il en fasse un outil d'élévation spirituelle et pas un outil qui va te ramener plus bas que terre. Okay. Donc, il y a une élévation spirituelle incroyable à faire avec l'argent, pour autant qu'on ait les bons référents et qu'on ait la bonne vision aussi. Tout à fait. Tout à fait. C'est incroyable ce que tu dis, c'est poignant et c'est vraiment véridique. Voilà, c'est vraiment le juste milieu dans tout. Dans tout. On en revient à ça. C'est voilà, la course aux richesses, effectivement, il faut faut pas tomber dans ça, mais il faut pas non plus avoir peur de l'argent et de se dire que c'est ce que je dis souvent, c'est que si Allah il a fixé un seuil pour le paiement de la zakat, c'est bien qu'il est permis de gagner de l'argent et beaucoup d'argent. Parce que quand on voit qu'aujourd'hui, le Nissab il est à 4 000 et quelques euros, c'est que c'est quand même pour avoir cette somme-là, ben, c'est pas au RSA qu'on va réussir à avoir cette somme-là. Subhanallah. Alors là, tu dis un truc au niveau mindset. Je kiffe. Pourquoi, en tant que musulman, on n'a pas cette ambition de se dire je vais aller chercher le niveau de Nissab pour moi être éligible à la zakat elle-même, c'est ça. Plutôt que de se dire moi je vais tout faire pour être en dessous et comme ça je la sors pas. Tu vois, ce mindset-là franco-français, en plus, tu vois, c'est très lié au franco-français. Ça, il faudra qu'on en parle aussi, je pense, si à un moment donné ou à un autre. Mais tu sais, ces Français qui font en sorte de rester en dessous d'un seuil pour pas payer d'impôts, tu vois. Moi, je veux pas avoir une réussite trop éclatante dans l'entrepreneuriat parce qu'après je vais payer beaucoup d'impôts. Mais comment ça? Ou bien je vais plus avoir un déjà ça c'est vraiment des croyances qui sortent de on ne sait même pas. Des fois, il y a des gens qui n'ont jamais payé d'impôts, qui ne connaissent ni le montant des cotisations. Ils ont peur parce que leurs parents leur ont dit oulala, payer exactement. Mais il faut dire alhamdoulilah, en fait. Si tu payes des impôts, bah, c'est que tu gagnes de l'argent. Donc, c'est bien. C'est qu'alhamdoulilah, Allah t'a honoré d'un risque. Tout à fait. Et puis, c'est gratifiant de participer aussi à la construction de la société dans laquelle on vit. C'est pas un mal, en fait. C'est une fierté, ça doit être une fierté aussi pour nous d'être éligible, tu vois, à la zakat el-mal. En tant que musulman, n'oubliez pas qu'il y a cette idée de on doit être ambitieux. Allah ne nous a pas créé pour la médiocrité, il nous a créé pour être la communauté élue, la communauté qui élève la civilisation, qui élève qui permet l'harmonie entre les hommes, etc. Et comment voulez-vous le permettre si vous êtes dans une situation financière où vous raccordez les deux bouts tous les mois, vous avez du mal vous-même à vous sortir de là? Enfin, moi, je trouve que ça devrait être une ambition, tu vois, de se dire... Et bien sûr, de se dire... la sortir, moi aussi. Apporter ma contribution. Exactement. Je veux participer. Il faut que je reste en dessous, là. J'ai trop gagné, donc je reste en dessous pour ne pas avoir à la payer. Parce qu'on a ce mindset-là déjà face au fisc, tu vois. Donc, ouais, mais là, ça, c'est un impôt religieux qui nous fait du bien, qui nous assainit, qui nous permet de contribuer. Et voilà, si vous n'y êtes pas éligible, ben, qu'Allah vous augmente et vous fassiez de l'être, mais ayez cette ambition, soyez ambitieux au point de vous dire et si j'apportais moi aussi ma contribution. Tout à fait. Et donc, je vais aller me chercher ce palier-là. Et ça veut dire que j'aurais gagné pour moi. Et du coup, là, il me demande de prélever une petite partie et d'aider ceux qui n'ont pas réussi à l'atteindre, ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts, subhanallah. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très gratifiant. Donc, allons chercher ça. Donc, sans, bien entendu, comme je le disais, commencer à faire la course aux richesses, ce n'est pas l'objectif, mais avoir une vision et se construire en fonction de cette vision-là et puis participer aussi à la vie de la communauté. C'est très important. Oui, ça c'est un point aussi très important dans la Oumma qu'on ne comprend pas assez, c'est que il y a une vie personnelle et il y a une vie collective aussi à avoir. C'est pas normal de ne pas avoir de vie collective. La zakat nous enjoint du coup à cette vie collective, c'est-à-dire toc toc, on va voir chez les voisins, est-ce qu'il y a quelqu'un qui manque de quelque chose et je vais lui sortir ma zakat. La zakat, il ne faut pas croire que c'est de l'autre côté de l'Atlantique ou de l'autre côté de la Méditerranée qu'il faut la verser. Non, il faut la verser dans votre périmètre autour de vous, idéalement, et regardez autour de vous, évincer la pauvreté autour de vous. Et donc, ça nous oblige à quoi? À toc toc, est-ce que tu as mon voisin, hop, j'ai un petit peu plus à manger, je te donne ceci, cela. Donc, si vous n'êtes pas dans ce mindset-là de je prends ma part dans la vie de la collectivité, de la communauté musulmane, malheureusement, tu n'as pas compris ton islam. Subhanallah. Donc là, il faut réviser les bases et comprendre qu'on a une part à prendre là-dedans. Dis-moi, il y avait autre chose dont je voulais qu'on parle un petit peu, même si on a un petit peu abordé rapidement le sujet, mais l'argent et l'héritage familial.
Alors, on n'est pas tous égaux face à ça, hein. On n'a pas le même héritage familial par rapport à l'argent. On n'a pas reçu la même éducation. Même si, grosso modo, je trouve qu'effectivement, dans la communauté africaine, on a quand même pas mal de choses en commun. Euh, mais du coup, il y a un leg qui s'est fait, tu vois, par rapport à l'argent. Comment est-ce qu'on peut travailler justement à enlever la part de ce leg qui aujourd'hui empoisonne notre relation à l'argent, la limite et la crispe finalement? Parce que voilà, tu le sais, hein, on est pour la plupart ici enfants d'immigrés et puis même si on ne l'est pas, peut-être qu'on a des parents qui ont eu du mal aussi et qui nous ont transmis tout un tas de choses. Comment est-ce qu'on fait pour remonter un petit peu le fil de sa vie et arriver à se séparer de ça appartient à mes parents, c'est un héritage qui ne me fait pas du bien, qui me bride dans ma relation à l'argent. Comment est-ce que toi tu vas pour le travailler et pour enlever cette partie-là qui nous limite? Alors, la première chose à faire, c'est de se poser la question de savoir que disait-on vis-à-vis de l'argent au sein de ma famille. Parce que parfois, dans les familles, ça peut être des réflexions, t'as vu l'oncle Untel, depuis qu'il a de l'argent, regarde comment il est devenu, ou Hmm. enfin voilà, tout un tas d'exemples comme ça qu'on peut avoir de ce qu'on disait des riches, de ce qu'on disait des pauvres, Hmm. et tout ça, en fait, ça a infusé en nous. Donc déjà, c'est essayer de réfléchir à qu'est-ce qui était dit vis-à-vis de l'argent quand j'étais enfant, qu'est-ce que Hmm. j'entendais et comment mes parents se comportaient vis-à-vis de l'argent. Donc, la première chose à faire, c'est le constat. Et une fois qu'on a constaté, c'est essayer de déconstruire, d'enlever un petit peu les lunettes des parents, de prendre notre propre vision à nous et de se dire, Exact. OK, ouais, mais qu'est-ce que moi j'en pense? Mes parents pensaient ça, bah, parce que eux aussi traînaient leur bagage. Hmm. Mais moi, avec ma vision, mon bagage, et maintenant que je sais que l'argent n'est qu'un outil, qu'est-ce que j'en pense personnellement? Et là, on va essayer d'aller déconstruire un petit peu toutes les pensées Hmm. qu'on peut avoir vis-à-vis de l'argent. Tu sais que ça me rappelle des situations très concrètes que j'ai eues en coaching avec une des femmes que j'accompagne. Elle me disait, mon mari, il a eu un tonton qui a été très riche et qui n'a pas fait profiter la famille de sa réussite. C'est-à-dire qu'il ne donnait pas beaucoup aux cousins, cousines, etc., alors qu'il avait largement les moyens de faire plaisir un petit peu à tout le monde. Aujourd'hui, mon mari a une réussite éclatante. Et du coup, il aide beaucoup dans la famille. Beaucoup, même un peu trop, parce que du coup, il a tendance à négliger sa propre famille pour donner beaucoup. Voilà, il fait travailler les maris de ses sœurs, il fait travailler un petit peu, voilà, tous ceux qui peut faire travailler dans la famille, il les fait travailler, mais il prend limite plus en charge leurs besoins que ceux de ses propres enfants et de sa femme. Et je me dis, ouais, là, il y a clairement quelque chose par rapport à ce que tu viens d'expliquer là, c'est que on a raconté que tu es mauvais, tu es une mauvaise personne si tu gagnes beaucoup d'argent et que la famille n'en profite pas. Ouais, mais en fait, Coco, avant même d'en faire profiter les frères et sœurs, les oncles et tantes, etc., tu as déjà des obligations vis-à-vis de ton propre foyer, celui que tu as fondé, en fait. Donc, là, ici, elle me dit oui, voilà, il m'a beaucoup répété cette histoire-là et il veut pas, en fait, qu'on lui colle cette étiquette-là. Et puis, surtout, donc là, il a tellement jugé lui-même, tu vois, que je veux pas être cette personne-là. Donc, avec cet argent-là, je veux pas devenir cette personne-là, la personne que mon oncle a été, qui a oublié sa famille, qui a oublié les siens dans sa réussite. Et ouais, mais en fait, tes propres obligations, défais-toi de cette histoire, elle n'est pas à toi, elle ne t'appartient pas. Ton oncle, tu ne sais pas ce qu'il y avait derrière. Peut-être qu'effectivement, il avait des dettes à la hauteur de ce qu'il gagnait. Imaginons, il gagne le million d'euros, mais derrière, il a des dettes à hauteur d'1 million. Donc, en fait, on ne se rend pas compte de ce que vivent les gens. Je veux dire, ça ne veut rien dire de gagner 1 million. Si derrière, moi, tu sais, je connais des entrepreneuses, elles ont passé la barre du million, mais elles arrivent à garder 100 000 € dans leur poche. Pourquoi? Parce que tout le reste va dans les charges. Tu Ah, vois? Crame, ce que tu dis Merci, là, il faut qu'on le dise, ça. franchement, j'applaudis, c'est très très fort. Il y a plusieurs choses. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Déjà, c'est se défaire du regard des autres. Ok, où je suis moi dans tout ça? Parce que faire pour qu'on dise oui, bah lui, il n'est pas comme tel oncle parce que Ouais. il a de l'argent et machin. Mm. Non, les personnes que tu dois réussir à satisfaire en premier lieu, c'est effectivement les personnes de ton foyer. Et Mm, mm. ensuite, effectivement, s'il y a du Ceux plus, envers qui bah, tu es vice-versa. obligé directement. Bien Tout à sûr que fait, tu dois à tous les liens tout de à sang. fait. En revanche, il y a ceux qui sont prioritaires. D'abord ta femme, tes enfants, et puis ensuite il y a tes parents. Non, mais il faut qu'on arrête de Et, délirer et là, puis, les et puis- amis. et puis Hein. pareil, cet étendard du j'ai fait tant de chiffre d'affaires ou lui, il est riche parce qu'il gagne tant. Alors déjà, il y a quelque chose qu'il faut que les gens comprennent et les gens qui n'ont pas entrepris ne peuvent pas comprendre. Le chiffre d'affaires de ton entreprise, c'est pas ton argent, c'est l'argent de ton entreprise. Ouais, ça Donc, c'est. il vend beaucoup, oui, ah oui, là, il vend beaucoup, beaucoup. OK, Ouais, mais combien il se verse de salaire tous les mois? Bah, ça, on ne sait pas. ouais, Le ouais, chiffre d'affaires ne va pas définir la exactement. valeur de la personne.
Exactement. On ne se met pas tout dans les poches. Non, non, il y a plein de choses Non, à payer, hein. Il ne faut pas croire que tout ça, c'est ce qu'on encaisse. On exactement. dépense aussi beaucoup avant d'en encaisser. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose que les gens comprennent très mal. Et puis surtout, pour moi, euh, il y a encore une fois, donc je parlais des premiers vers qui tu es obligé en tant que musulman, il y a la vision que l'islam a de l'argent. C'est-à-dire, dans cette situation, qu'est-ce que l'islam me dit de faire? À qui je dois donner en priorité? Tu vois, on voit toutes ces cagnottes, etc., qui fleurissent sur Internet. Et moi, la première, je suis tombée dans le panneau parfois de ah, ben, il y a une jolie cagnotte, etc., c'est sympa, ils pensent au Rohingya, au ceci, au cela. Est-ce que j'étais assurée déjà que tes parents, ils avaient besoin de rien, que tes frères et sœurs, ils avaient besoin de rien? Les liens du sang d'abord. En fait, Tout c'est à les liens fait. du sang d'abord. Donc, il y a la zakat qui est légiférée. Elle, on ne doit pas la donner aux liens du sang parce que eux, on est naturellement obligé envers eux. Mais on ne connaît pas, en fait, notre dîne. Tu vois, donc il y a un mindset vis-à-vis de l'argent dans le Coran et dans la Sunna. Mais est-ce qu'on apprend ça? Ben non. Et pourtant, c'est comme ça qu'on va assainir notre rapport à l'argent. Prenez le mindset coranique, le mindset prophétique par rapport à l'argent, vous aurez les meilleurs des mindsets. Et c'est comme ça que vous allez avoir de la baraka aussi dans votre argent. Donc attention à ça. Moi, il y a un exemple que j'aime bien donner, par exemple, c'est Abu Bakr al-Sadiq, quand il a été fait toute une calomnie sur sa fille Aïcha, comme quoi elle aurait été infidèle au prophète sallam. Tu sais, il a coupé les aides qui versaient à son cousin qui avait calomnié, parce qu'il a découvert que c'était son cousin, je crois, ou son neveu qui avait calomnié. Et Allah a fait descendre un verset en lui disant, c'est moi qui te donne, tu coupes pas. Ton cousin, il a besoin, tu lui redonnes. Et il a réouvert. Ben oui, pourquoi? Et si Aboubakr ne s'était pas plié, qu'est-ce qu'il aurait fait là? Certainement qu'il lui aurait coupé ses vivres. Parce que c'est moi qui te donne. Et les liens du sang, tu dois les assumer. Tu as un cousin qui n'arrive pas à vivre, tu lui donnes à manger. Donc il a calomnié ta fille, je me charge de lui, de le dévoiler. Et il va le payer auprès de moi. Par contre, on ne coupe pas les liens et on ne coupe pas les aides. Si Allah a gratifié un membre de la famille, effectivement, c'est pour gratifier toute une famille entière. Donc, il faut avoir le sens des priorités, il faut avoir le sens aussi du mindset dans le Coran et dans la Sunna. Et avant même de se demander qu'est-ce que moi j'en pense et quelle vision moi j'ai, le Coran a un projet pour nous. C'est ça. D'abord, le projet du Coran. Et après, notre projet à nous, comment nous, on s'inscrit dans le projet du Coran pour nous. Et le projet du Coran, c'est le projet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quel est le projet d'Allah pour les hommes et pour la terre? Comment est-ce que moi, je peux prendre ma part là-dedans, ma part de responsabilité là-dedans? Et ensuite, oui, il y a nos plaisirs personnels, il y a nos satisfactions personnelles. Mais ça vient après. Donc moi, vraiment, je me dis, il y a un manque d'éducation, mais il y a surtout un manque de science, tu vois. Et ça fait mal au cœur parce qu'on se dit, en fait, tous ces outils-là, que sont l'argent, l'entrepreneuriat, etc., ont tout à voir avec notre deal en priorité. Et si on veut réussir dans ces initiatives-là, eh bien, on a besoin de connaître un minimum et d'avoir sous le mindset coranique et prophétique. Donc oui, on se sépare là de ce mindset des parents, des grands-parents qui disent oui, la cousine, elle était radine, elle avait beaucoup de sous et ceci, et il a pris tout, il n'a rien gardé. Non, qu'est-ce que dit le din? Et deux, une fois que j'ai donné le droit aux ayants droit, qu'est-ce que moi, je veux en faire? Qu'est-ce qui est OK pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas OK pour moi? Ça, c'est la vision de ma mère, ça la regarde elle, en fait. Tout à fait. Et elle regarde ça avec ses propres lunettes. Donc, effectivement, il faut aller prendre les lunettes d'abord du din et ensuite nos propres lunettes. Et puis après, pourquoi pas entendre ici et là ce qui se dit, mais je prends uniquement ce qui va bien à mon din et ce qui me va bien à moi. Donc, Inch'Allah. ouais, il y a toute une paire de lunettes là à les nettoyer ou bien carrément à changer. Est-ce que, dis-moi, tu avais des choses à nous partager d'autres autour de l'argent? Est-ce qu'il y avait un petit mot de la fin peut-être que tu avais envie de partager là sur cette conversation autour d'assainir sa relation à l'argent? Tu as des petits tips, des petits conseils? On est Alors, preneur. la fin, vraiment, je dirais, faites confiance à Allah et croyez en vous également. Hmm. Parce que le bonheur, il n'est pas... Alors, je ne réduis pas l'argent au bonheur, bien entendu, mais quand je parle de bonheur, je parle de votre vie Hmm. globale. Le bonheur n'est pas réservé aux autres. Vous avez votre Non. part à prendre et aller chercher votre part, c'est très, très, très important. Yes. Et Allah le dit dans le Coran, il y a une part à prendre dans cette vie. Prépare ton akhira, prends ta part dans cette vie. Il faut connaître le Coran pour savoir ça. Exactement. Ok, bah écoute, je te remercie Citan pour cet épisode qui a été très très riche à mon sens. Je ne sais pas si vous l'avez vécu comme nous, on a pu le vivre, parce que nous, on se l'enregistre et on sent une belle émulsion. J'espère que vous l'avez ressenti. En tout cas, pour moi, ça a été un très très joli moment. J'ai appris de toi et ça fait plaisir de te retrouver 3 ans plus tard avec une expertise aussi aiguisée et surtout bah, qui vient enrichir ce que moi, je peux proposer sur le podcast. Si vous avez aimé comme ça que je reçoive une spécialiste d'un domaine, dites-moi pour que je puisse répéter l'opération, parce que pour tout vous dire, en réalité, Citan, j'avais plutôt proposé de faire un live. Je comptais faire l'épisode du jour toute seule. Mais finalement, les choses se sont faites comme ça pour des raisons qui nous sont propres. Et alhamdoulilah, je trouve que c'est une très bonne idée. Donc d'habitude, je reçois que des personnes pour raconter leur réussite en ligne et inspirer, comme tu disais, pour avoir des référents dans la communauté. Et pour la première fois, bah, je reçois une spécialiste. Donc dites-moi si vous avez aimé. Comme ça, je ferai aussi intervenir des spécialistes que j'ai dans mon réseau et du coup venir vous parler avec leur approche à eux et puis moi enrichir de la partie
mindset et psychospirituel. Donc, écoutez, vous le savez, l'argent, il y a beaucoup à en dire, il y a encore beaucoup à en faire autour. Pour ma part, j'ai effectivement encore d'autres choses à vous partager. Je vais vous en parler dans quelques instants. Citant, elle partage aussi de son côté et machallah, elle a vraiment de belles pépites à vous donner. Donc, je vous enjoins à la suivre. Comme moi, je suis très assidûment son contenu. Je vous mettrai son Instagram en description de l'épisode du jour. Et pour ma part, apprendre justement dans les déblocages à faire sur l'argent pour assainir sa relation à l'argent, je propose justement un workshop. Alors, les filles, il faut savoir que c'est une offre très, très spéciale que je vais vous faire là. Écoutez bien, puisque je vais limiter le nombre de places. Donc, en fait, il faut savoir que dans le cadre de mon accompagnement, j'assure une masterclass par mois pour mes élèves sur des sujets qu'elles demandent énormément, sur lesquels elles sont très demandeuses. Et ce qui revient beaucoup dans nos coachings, c'est Ikram, il faut que tu me parles d'argent, il faut que tu me débloques sur l'argent, c'est pas possible, je sens que ça va pas décoller pour moi si je fais pas un travail au niveau de l'argent. Donc, ça revient énormément dans nos coaching mindset, dans nos coaching business. Et du coup, j'ai décidé de faire une masterclass ce mois-ci liée à l'argent et au déblocage à faire sur l'argent pour vous parler de beau mindset sur le sujet, analyser vos comportements dysfonctionnels vis-à-vis de l'argent, travailler votre relation à l'argent et l'assainir. Et donc, du coup, créer tout le cadre qui va vous permettre de recevoir de l'argent et de bien le gérer avec notamment des exercices pratiques. Cependant, étant donné qu'il y a déjà mes élèves, plus les membres du membership qui y sont conviés, et que je veux qu'on soit en petit comité pour faire des exercices pratiques, être dans l'échange, etc., j'ouvre seulement 15 places. 15 places, les premières venues seront les premières servies et ensuite on fermera. Je veux vraiment pas plus de monde pour pouvoir vous proposer des exercices où il y aura de la participation, où il y aura vraiment, on va rentrer, on va mettre les doigts clairement dans vos croyances limitantes sur l'argent et essayer de les déloger pour vous en séparer et vous ouvrir le chemin vers, Inch'Allah, la liberté financière. Donc, je vous mets le lien en description de l'épisode du jour. Je vous mets également le lien de l'Instagram de Citan. D'ailleurs, Citan, qu'est-ce qu'il faut savoir à tout prix sur l'actualité qui se profile de ton côté? Balance-nous les exclus. Alors, pour commencer, tout le monde peut télécharger un atelier gratuit qui va vous expliquer comment faire votre budget mensuel. Ensuite, je propose une formation en ligne qui s'appelle Get Your Freecon, qui va on fait le 360 degrés autour de l'argent. Donc, le mindset, l'état des lieux, le plan d'action. Et vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour avoir les bases de l'éducation financière. Et donc, restez connectés sur ma page Instagram parce que je vous annoncerai aussi des choses que je prévois sur la fin de l'année, à savoir un atelier en présentiel. Donc, c'est pareil, ce sera en petit comité pour qu'on puisse travailler vraiment tout ensemble. Donc, voilà, pour connaître toute l'actualité, vraiment, rendez-vous sur ma page Instagram et n'hésitez pas également à vous inscrire à ma newsletter pour ne manquer aucune information. Yes. Merci beaucoup. Alors, en je tout vous cas, mets du coup Ikram. sur ton Instagram. Hein. C'est Budgetise, c'est ça ton compte C'est Insta. ça, Je me c'est trompe bien pas. ça. Yes. Tu avais autre chose à rajouter, si tu as un dernier mot pour la fin? Juste te remercier pour cette invitation et te dire que j'ai pris un plaisir immense à enregistrer cet épisode avec toi et j'espère qu'il plaira au plus grand nombre. Écoute, merci à toi vraiment d'avoir accepté mon invitation. C'était un très, très beau moment. Citan et moi, il y avait la même émulsion aujourd'hui que lors de notre premier échange. Toujours aussi sympathique et aussi agréable d'échanger avec toi. Machallah, qu'Allah te rajoute, en tout cas, que ce soit en sciences, dans ton domaine d'expertise ou bien dans la vie de manière générale, parce qu'effectivement, tu es une très jolie personne avec qui j'ai pris plaisir à partager ce moment. Donc, Allah t'élève. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Raconte-nous ta réussite en ligne. Ce sera le 18e épisode et je serai en compagnie du web entrepreneur musulman le plus connu de sa génération. Je ne sais pas si vous avez deviné, mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, rendez-vous lundi prochain à 19h pour le découvrir. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, à noter l'épisode, à le commenter surtout pour nous faire un petit retour sur cet échange, est-ce qu'il vous a aidé notamment. Et puis, dites-nous quels sont les sujets peut-être pour lesquels vous aimeriez nous voir de nouveau réunis ou bien les sujets que vous aimeriez que moi j'aborde sur le podcast ou bien en live. Je suis à votre écoute. Salam alaikum, passez une très très belle semaine les filles. Salam alaikum.